Plus d'un an et demi après sa dernière victoire dans l'octogone, Benoît Saint-Denis renoue justement avec celle-ci grâce à une victoire par soumission au deuxième round face à Kyle Prepolek lors de l'UFC 315. Avant de donner notre avis sur le combat, il faut savoir qu'on tourne ces podcasts directement après l'événement. Il est actuellement, sans mentir, 8h11 du matin. L'événement s'est terminé il y a un peu moins d'une heure, donc la fatigue risque d'être un peu présente. Et j'ai dit ces podcasts car vous allez avoir trois podcasts dans la journée sur les trois combats qui nous intéressent le plus. Et le premier dont on va parler, c'est bien évidemment celui qui a ouvert la carte principale, Benoît Saint-Denis, qui a fait son retour après plus de 6 mois et sa dernière défaite face à Renato Moicano lors de l'UFC Paris. Est-ce que tu trouves qu'on a une performance convaincante de sa part, Louis? Perso, pas tant que ça. Évidemment, il domine Kyle Prepolek comme tout le monde s'y attendait en lutte, qui plus est parce que on sait que Kyle Prepolek c'était un striker, un bon striker. Moi, je m'attendais à une soumission au premier round, donc là on a une soumission deuxième round. Ça reste bien, mais j'ai trouvé que Benoît et j'ai vu ça un peu sur Instagram et j'ai vu qu'on était plusieurs à être d'accord avec ça. Il était très lent. J'ai trouvé que sur les phases de striking, il était lent, tout autant lent que le deuxième round face à Poirier. Donc là, c'est Ouais. Kyle Prepolek, donc ça va. Mais je pense que si ça avait été Joël Alvarez, je pense que honnêtement, il perdait ce combat. Même si j'adore Benoît Saint-Denis et franchement, pour moi, avec Nicolas Hott, il peut monter très très haut. Mais là, j'ai trouvé quand même que face à un adversaire qui était quand même moyen, face à Joël Alvarez qui devait affronter de base, et il s'en est bien sorti, hein. La performance c'était bien, mais là après il call out Gamrot, il call out Hooker, il call out Gaethje. Je pense que la performance est pas tip top pour call out des gars comme ça. Surtout que honnêtement, quand il fait des soumissions, t'as l'impression qu'il n'y a aucune pression. En fait, il est en étranglement arrière, il a la bonne position, il a l'étranglement et pourtant ça passe jamais. Donc bon, sur le combat contre Poirier, il y avait l'excuse du staphylocoque. Là, voilà, c'est pas Dustin Poirier en face, il n'y a pas de staphylocoque et pourtant on a l'impression qu'il est lent, qu'il est ralenti, qu'il reste prévisible et qu'il a la garde basse. Donc pour un combat de relance, c'est très bien, hein, il a dominé, etc. Heureusement que c'était Kyle Prepolek et pas Joël Alvarez, mais j'espère que pour la suite, il va plus taffer avec Nicolas Hoth et être plus affûté niveau striking et plus efficient niveau lutte et grappling. Ouais, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points, notamment sur sa lenteur, sur les phases debout. Moi, j'avais parié un KO premier round. Maintenant, ouais, bon, enfin, si je voulais de la logique, j'aurais parié la soumission deuxième round. Parce que je pense qu'il a passé tout un camp à travailler principalement le sol pour travailler un vrai striker. Que je pense son plan de base face à Joel Alvarez c'était le sol, c'est le grappling. Donc je pense qu'il aurait gardé la même chose pour Kai Prepolek et que la logique aurait fait que il aurait au moins attendu le deuxième round pour que le premier round il a un round d'adaptation notamment avec Nicolas Hoth. Donc je pense que la logique m'aurait plus fait aller sur la soumission deuxième round, ce qui a eu lieu. Mais moi je me suis dit on allait garder le Benoît Saint-Denis qui était vraiment un soldat qui allait à la guerre et qui allait tenter directement le finish. Au final c'est pas ce qu'on a eu, on a quand même eu un Benoît Saint-Denis que je dirais quand même un peu patient. Notamment sur les premières minutes du combat. C'est vrai que j'étais pas serein sur les phases de striking, je vais être honnête. Le premier round, ça allait parce qu'en fait, il suffit d'à peine une minute et demie combat et il fonce direct dans les jambes de Kyle Prepolek et ensuite tout le round se passe contrôle contre la cage, puis il prend son dos. Malheureusement, il n'arrive pas à l'étrangler. Euh, mais on a clairement un premier round très clairement pour Benoît Saint-Denis. Mais j'en ai pas beaucoup appris sur ce premier round. Et sur le deuxième, on a une plus grande phase de striking. Et c'est vrai qu'ils ont quand même pris une ou deux belles. Je trouve qu'ils gardent quand même cette lenteur debout qu'il avait notamment face à Poirier. Euh, on pouvait se dire face à Poirier, il y avait l'excuse du staphylocoque. Maintenant, c'est vrai que là, il n'avait pas de staphylocoque. Il n'était pas malade. Il le disait, il était bien physiquement, il n'y a pas eu d'excuse de je sais pas quoi, et il avait toujours cette lenteur. Il avait toujours ces coups qui se prenaient assez facilement, notamment à la tête. Et c'est vrai qu'en face, toi tu le dis, si c'était un Joel Alvarez, j'aurais eu peur aussi. Surtout qu'un Joel Alvarez, c'est quelqu'un qui va frapper avec ses coudes, c'est quelqu'un qui va frapper avec ses genoux, il peut mettre des coups venus d'ailleurs, donc ça aurait été très compliqué pour Benoît.
Mais il l'a eu, il a gagné. J'ai beaucoup aimé moi par contre les phases de contrôle contre la cage, les coudes, les genoux, les coudes, les genoux. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé, c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément de lui auparavant. Il essayait vraiment, quand il était avec Daniel Vorin, de contrôler corps contre la cage et essayer de mettre des crochets, esquiver, boum, droite. Là, on le voyait vraiment, il essayait vraiment de l'asphyxier et vraiment de l'abîmer physiquement, de l'épuiser avec les coups de coude, les coups de genoux. Je pense qu'il tentait le foie, il tentait vraiment le bas du ventre. Il voulait vraiment fatiguer Kyle Prepolek pour qu'il soit un peu plus vulnérable et pour ensuite le mettre KO ou en tout cas peut-être mieux tenter la soumission. Je voyais l'étranglement arrière ou la guillotine. C'est parti sur un triangle bras-tête. Et par contre, moi, dès qu'il a eu l'étranglement bras-tête, il n'a pas fallu de 5 secondes pour que Kyle Prepolek tape. Donc je pense que la pression il l'a. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un peu brouillon avec Benoît Saint-Denis. Ses phases de grappling. Maintenant, moi je vois quand même qu'il sait ce qu'il fait. Je vois quand même il est toujours excellent dans les transitions de MMA, donc c'est-à-dire de debout au sol, d'utiliser les phases de clinch, etc. Il est vraiment excellent et j'en parlais quand on était en live, quand on a réagi à ça. Pour moi, il y a très peu de gens, notamment même à l'UFC, qui sont au-dessus de lui dans la maîtrise de ses transitions dans le MMA, en faisant du MMA pur. On a beaucoup de spécialistes debout ou au sol, mais de MMA pur, je trouve qu'on en a pas beaucoup, en tout cas pas tant que ça à l'UFC, et je trouve que Benoît Saint-Denis fait ça très bien. Maintenant, ouais, j'ai quand même beaucoup de, de frayeur, on va dire, pour la suite, notamment en striking. Faudra améliorer ça, je sais pas comment, mais à voir. De toute façon, il a lui-même dit dans l'interview après combat que c'est un travail à long terme avec Nicolas Hott, hein. C'est pas sur un seul combat que ça se construit, on l'a vu avec Nassourdine. Ça se fait sur plusieurs combats, ça se fait sur au moins une belle année. On verra une vraie évolution. Maintenant, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que tu as dit les call-out, Dan Hooker, Geiji et Gamrot. Pour ce qui est de Geiji et Dan Hooker, pour moi, c'est non, faut pas. On est sur des gros strikers, on est sur des mecs qui peuvent l'éteindre sur un coup, on est sur des mecs qui peuvent vraiment le sonner, qui peuvent le dominer en striking. Et pour moi, faut pas. Faut pas retenter ce qu'il a fait avec Geiji, enfin ce qu'il a fait avec Poirier, même s'il était malade avec Poirier, même s'il avait le premier round. Faut pas retenter ça parce qu'on a vu qu'il était pas euh, plus dominant que ça, que ce qu'il était face à Poirier, debout. Et je pense que Gamrot c'est un bon choix. Parce que t'as déjà le call-out de Gamrot envers lui pour le remplacer. Il s'est proposé d'affronter Gamrot dans 2 semaines à l'UFC Fight Night. Gamrot affronte déjà Ludovic Klein. Je pense qu'ils vont nous laisser ce combat. Mais par contre, du coup, moi je verrais bien pour la suite, pour Benoît Saint-Denis, un combat face à Gamrot à l'UFC Paris. C'est vrai que par contre ça changerait beaucoup. Parce que là on serait vraiment sur un pur grappleur, un des meilleurs grappleurs de la catégorie. On parle quand même d'un mec qui a battu Arman Saroukian, qui est vu comme le deuxième meilleur grappleur de la KT derrière Islam. Euh, donc ça risque d'être très compliqué. Après debout c'est pas non plus un monstre. Gamrot il est très propre debout, mais c'est pas non plus un monstre. Donc à voir. Je pense que le fait que ça se passe à Paris pourrait aider Benoît. Maintenant c'est vrai que sur ce combat là, on n'en a pas beaucoup appris. Je vais être honnête, on n'en a pas beaucoup appris. Il a respecté le game plan à la lettre sur le premier round. C'est pour ça qu'il a pas tenté des frayeurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 uppercuts, il y a des coups de cou, enfin, il y a des petits bras arrière de Prépolek. J'ai eu très peur quand même debout sur le deuxième round. Bah après, juste sur les phases au sol, enfin sur les phases en clinch, je suis d'accord, hein, il a progressé, il est très bon et tout. Sur les phases au sol, il a un des meilleurs sols de la KT, hein, ça c'est sûr, il est très bon. Après, sur les takedowns, à un moment il a tenté un takedown. Bon, il y avait zéro puissance, il s'est fait contrer instantanément. Donc se faire contrer un takedown par Kyle Prepolek, Quand t'es Benoît voilà, Saint-Denis, quand tu es voilà, 13e mondial de la KT, la plus haute au monde, c'est voilà. vrai que c'est peut-être mal vu. C'est pour ça que contre Gamrod, bon, ça me fait. C'est quand même un des meilleurs. Après, il se fait facilement contrer debout. Gamrot, après Benoît aussi, hein, il a les mains basses, il est jamais très très protégé, donc contre Gamrot ça peut se faire, mais franchement, ouais, je suis pas, j'adore Benoît Saint-Denis, hein, mais là, le combat, je trouve que on a eu de la chance d'avoir Kyle Prepolek, parce que sinon, je pense que Benoît ne retrouvait jamais le top 15. Maintenant, après, c'est du travail à long terme, comme tu as dit, comme Benoît Saint-Denis a dit, donc voilà, on fait confiance à Nicolas Hoth Ouais, et il saura gérer, je pense. Parce que Benoît, il est très très fort maintenant. il a le Niveau potentiel. striking, voilà, niveau striking, là, moi j'ai été effrayé. Je pense que si c'était
Gaethje, ça pardonne pas. Ouais, que ce soit Gaethje, que ce soit Hooker, que ça soit Joel Alvarez tout simplement. C'est Et je pour pense moi, que de c'est pas de possible. recall out des gars très très chauds de la div, Non, c'est pas un de la bon choix. division, c'est pas très très judicieux, sachant qu'il s'est fait défoncer par Poirier, donc ça c'est ok, par Moïcano, et que là il a affronté un mec qui était même pas à l'UFC et qui a perdu à l'UFC. Donc Hmm. s'il était dans la KT, le mec ne serait même pas classé. Donc là c'est vraiment, ils lui font un très très gros cadeau et il galère quand même en striking face à lui. Même si voilà, le mec est bon, ça reste un professionnel, mais le mec était même pas classé dans la catégorie et il a quand même galéré en striking face à lui. On a tous quand même un petit peu serré les fesses. En fait, c'est surtout dans cette catégorie des lightweight, il y a ne pas être classé et il y a ne pas être classé. C'est-à-dire que dans les lightweight, évidemment, le top 15, mais de la 15e à la 30e place, c'est que des mecs qui peuvent être dans le top 15, qui ont niveau top 15. Kyle Prepolek, c'est un mec qui n'est même pas dans le top 50 mondial, qui n'est peut-être même pas dans le top 100, je ne sais pas, je préfère pas trop me mouiller sur ça, mais il n'est peut-être même pas dans le top 100 mondial. Euh, En tout cas, l'UFC, il est clairement pas dans le haut tableau, il aurait été tout en bas. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé, peut-être comme un call-out pour Benoît Saint-Denis, peut-être un Darius, ça aurait été sympa. Il est quand même Ou encore bien Rebetski. classé, il est encore dans le top 10. Ouais, mais en fait, Rebetski, ça aurait été bien dans le sens où tu aurais une vraie guerre. Tu pourras en apprendre plus sur Benoît. Maintenant, c'est un mec qui est classé derrière lui, et je pense que Benoît, il a la hype qui fait qu'il peut se permettre de mettre un mec devant lui, tu vois. Il a la chance d'avoir eu Gamrot qui le cherche, du coup, le call-out de Gamrot est facile. Maintenant, c'est vrai que moi je serais plus allé sur un Darius ou même, c'est peut-être con, mais peut-être un Chandler. Ouais. Parce que Bah le truc, après, ouais, après, de toute façon, Chandler, il est un peu fini, mais il a plus de hype. Gamrot, il est très bon, il a zéro hype. ouais. Donc voilà, après, Le, c'est un choix à faire. le truc c'est que Chandler en fait, ouais, il a une hype énorme, donc tu sais que le combat va être vu, tu sais que va y avoir un KO, tu sais ou une soumission, tu sais que ça va être une grosse guerre et et surtout en fait, bah aujourd'hui Chandler est prenable pour BSC. Chandler peut taper en un coup, Chandler peut faire très mal, mais on a bien vu face à Paddy Pimblett. Alors attention, Paddy Pimblett est un monstre absolu, je pense. Enfin, il est meilleur que Benoît Saint-Denis aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas débat. Mais quand t'es Benoît Saint-Denis, tu peux prendre Chandler pour moi aujourd'hui. Honnêtement, quand je vois le Bah, Chandler qu'on a eu face je à pense Paddy, aussi, c'est je prenable. pense aussi, mais si il est aussi lent sur les phases de striking, pardon, qu'il l'a été contre Kyle Prepolek, je pense que Chandler le met KO. Hmm. Bah en fait, là où moi vraiment j'aurais eu très peur qu'il fasse un call-out, c'est Raphaël Fiziev. Beaucoup de gens veulent voir Raphaël Fiziev face à Benoît Saint-Denis. Raphaël Fiziev va affronter Ignacio Bahamondes, je rappelle, lors du mois de juin. Euh, je crois, j'ai pas envie de dire conneries, je crois que c'est en Ouzbékistan. Je vous mettrai ça, mais c'est en Fight Night. En juin, il affronte Ignacio Bahamondes. Mais c'est un fight que beaucoup de gens veulent voir. Ça va faire une guerre, c'est sûr. Mais moi, je veux absolument pas voir face à Fiziev parce que Fiziev debout, c'est l'élite. C'est l'élite. C'est bien meilleur que Benoît Saint-Denis. Saint-Denis va être meilleur au sol, mais j'aurais eu très peur debout, donc je suis très content qu'il ait pas fait Fiziev. Mais au lieu de faire Fiziev, il nous fait Danuker Gaethje. Et c'est pire. Après, Dan Hooker, je le vois avec un bon game plan et s'il revient affûté en striking, je pense qu'il peut prendre Dan Hooker. Dan Hooker, il est pas. Dan Hooker, franchement, si je suis parfaitement honnête, je trouve qu'il mérite pas sa place. Je trouve il devait perdre le combat qu'il a Face à Gamrot. ouais, face à Gamrot. Voilà, il s'est fait. Si je dis pas de bêtises, Dan Hooker, il s'est fait connecter plusieurs fois par Gamrot. Voilà, Gamrot, c'est pas le meilleur striker de la division. Donc je pense que si Benoît il arrive bien préparé, je pense qu'il peut prendre Gamrot. Qui peut prendre, bah oui, qui peut prendre Gamrot ou Dan Hooker. Après Geji, bon, voilà. Geji, on parlait de lui pour aller à la ceinture. Donc je pense que de parler de lui pour affronter Benoît Saint-Denis qui était sur deux défaites et sur une victoire face à un mec qui n'existe pas. Clairement pas le choix. Enfin, Enfin, pas le face bon à un choix. mec qui vient d'arriver à l'UFC. Et avec tout le respect que j'ai pour Kyle Prepolek, voilà, c'est pas, ça mérite pas Justin Gaethje. Ouais, clairement. C'était notre avis sur le combat de Benoît Saint-Denis, sa victoire face à Kai Prepolek lors du UFC 315. N'hésitez pas vous à nous dire votre avis sur ce combat en commentaire. La suite pour notre combattant français, c'était Wes, c'était Louis pour Cage Spirit. Ciao.